Alors, dans cette 11e leçon d'analyse technique, on va s'intéresser au gap. Alors, bien entendu, comme d'habitude, les informations présentées dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils en investissement, celles-ci ont un but purement éducatif. Alors, un gap correspond à une discontinuité de cotation entre deux séances. Alors, ces deux séances peuvent être des séances journalières, ça peut être également des séances hebdomadaires ou ça peut être également des séances mensuelles. Alors les gaps en unités de temps journalières sont assez fréquents, les gaps en unités de temps hebdomadaires et mensuelles sont beaucoup moins fréquents. Et donc en analyse technique, quand on est un investisseur de long terme, les gaps en fréquence mensuelle et hebdomadaire sont les plus pertinents. Alors un autre point important à noter, c'est que sur certains titres, donc certaines actions ou sur certains indices, les gaps sont extrêmement fréquents. Et ceci s'explique par un manque de liquidité généralement. Et donc sur ce genre de marché ou ce genre de graphique, il n'est pas pertinent d'analyser les gaps. Alors un gap est une zone d'exclusion de cotation, et plus précisément, un gap est un signe d'excès momentané du marché, marqué par une inadéquation entre l'offre et la demande. Alors on distingue 6 types de gaps. Le gap commun, qu'on appelle en anglais common gap, le gap de rupture, qu'on appelle en anglais breakaway gap, le gap de continuation, qu'on appelle en anglais runaway gap ou measuring gap, le gap de confirmation, dont le terme est utilisé par François Baron, dont vous trouverez le lien vers le livre sous cette vidéo, le gap de terminaison, que l'on appelle en anglais exhaustion gap, et l'îlot de renversement, que l'on appelle en anglais island reversal. Alors comme vous le voyez, on a 6 types de gaps, et ce qu'on va faire immédiatement, c'est qu'on va regarder la spécificité de chacun de ces gaps, et on va regarder également quelques exemples. Alors le premier type de gap, c'est le gap commun. Donc c'est un gap qui s'observe dans un marché sans tendance, généralement dans un range, et c'est un gap qui est comblé rapidement. Alors on le voit ici, on a un extrait de gap sur le titre Sanofi, donc on est en fréquence hebdomadaire. Donc vous voyez, on a un range en fait ici, hein, on a une sorte de rectangle, et donc on voit ici que le marché en fait va venir sauter, on a un saut de prix ici, donc on a une clôture hebdomadaire ici sur ce niveau de prix aux alentours de 91,85 €, 91,80 €. On a un saut de prix ici, donc c'est-à-dire que le cours de Sanofi ouvre donc le lundi, le vendredi il clôture ici, le lundi il ouvre au-dessus, donc au niveau des 94 €, et le cours de Sanofi revient combler son gap assez rapidement. Donc ça c'est un gap commun, il est observé généralement dans un range ou à proximité d'une zone de résistance ou de support, et il est comblé assez rapidement. Alors le deuxième type de gap, c'est le gap de rupture, donc celui-ci s'observe à la fin d'une tendance forte. Donc il marque une nouvelle tendance, c'est-à-dire que vous voyez, ici on a une tendance haussière, on a une phase de congestion ici, c'est-à-dire que les prix stagnent sur ce niveau, et puis on a un gap baissier ici avec une nouvelle tendance qui commence. D'accord, donc typiquement ça c'est un gap de rupture. Donc le gap de rupture marque une nouvelle tendance, vous voyez on était en tendance haussière ici, on part en tendance baissière ici. Il marque une sortie d'une zone de congestion, donc généralement on a une stabilisation des cours juste avant ce gap, et c'est un gap qui n'a pas vocation à être comblé dans l'immédiat, ce qui veut dire que généralement on gap, éventuellement on revient tester le bas du gap ou une partie du gap, et le gap n'est pas comblé, et s'ensuit une poursuite de la baisse ensuite. D'accord, donc ce gap n'a pas vocation à être comblé. Alors, je vous ai mis ici un exemple sur Peugeot, donc on voit un exemple sur Peugeot, on est en 2013. Alors on voit ici que les cours de Peugeot oscillent au sein d'un triangle, on a un point de contact ici, un deuxième point de contact ici, et un troisième point de contact ici. Alors on voit également que les cours de Peugeot s'extirpent par le haut ici, au travers d'un gap. Donc on a un gap de rupture ici. Vous voyez que le cours en fait de Peugeot s'extirpe de son triangle par le haut, au travers d'un gap très important. Et surtout on voit que ce gap n'est pas comblé mais que la hausse s'accélère. D'accord, donc typiquement ça c'est un gap de rupture. Pourquoi? Parce qu'effectivement on sort d'une zone de congestion ici. D'accord, donc on s'extirpe d'une zone de congestion et on part sur une nouvelle tendance. D'accord, donc gap de rupture, nouvelle tendance.
Alors je vous ai mis un deuxième exemple donc sur le CAC 40 daté de 2020. Et donc vous voyez ici on est en tendance haussière, la tendance initiale est une tendance haussière. Donc ici on est en fréquence hebdomadaire. Hein. Donc la tendance initiale est une tendance haussière. Et puis on a une zone de congestion ici, c'est-à-dire que les cours commencent à ne plus faire grand-chose. Et on a un gap assez important ici avec une accélération baissière très forte. D'accord? Donc typiquement, encore une fois, c'est un gap de rupture. On était dans une tendance initiale haussière au départ, zone de congestion et gap de rupture. D'accord? Donc déclenchement d'une nouvelle tendance. Encore une fois, ce gap n'a pas vocation à être comblé. D'accord? Donc il n'est pas comblé, on a une forte accélération. Éventuellement, on peut avoir un pullback en cours de tendance, mais ce gap n'est pas comblé. Alors le type de gap suivant, c'est le gap de continuation. Donc le gap de continuation survient en cours de tendance assez forte et témoigne de la puissance de la tendance en cours. Alors ce type de gap apparaît souvent à mi-chemin entre deux zones, ce qui permet de définir un objectif. Alors ce type de gap est extrêmement intéressant d'un point de vue technique pour définir des objectifs. Alors vous voyez ici on a un exemple de gap de continuation, donc on a une baisse de prix ici sur un titre, peu importe le titre, on a une baisse de prix, on a un gap ici, et donc en fait à partir de la première zone ici, donc de la distance entre cette zone et le gap, on peut reporter cette distance sur la zone de gap, donc sur la zone basse du gap, pour déterminer un objectif. D'accord? Donc vous voyez que les cours descendent en direction de l'objectif. Alors vous voyez on est ici, donc en direction de l'objectif. Alors après on a un pullback, on a un retracement partiel, et puis nouveau gap, éventuellement nouveau gap de continuation, et donc on fait la même chose. On reporte la distance entre ce gap et ce gap pour déterminer un troisième objectif. Vous voyez, quand on reporte cette distance, on obtient bien un objectif assez proche de la réalité. Alors je vous ai remis l'exemple sur Peugeot, donc en fréquence journalière. Hein. Donc on a vu qu'ici on avait eu un gap de rupture, sorti d'un triangle avec gap de rupture. Ce qu'on peut voir également, c'est qu'ici on a des gaps de continuation. Donc première phase, on a un gap de rupture, on a une première phase ici, et on a un gap de continuation ensuite. C'est-à-dire qu'on a un saut de prix ici. Alors vous voyez qu'on consolide légèrement, mais qu'on ne comble pas ce gap. Et donc il s'agit d'un gap de continuation, et donc on est capable de calculer un objectif. D'accord? Donc il suffit de reporter la distance du premier intervalle. D'accord? Ce qui va nous donner un objectif aux environs de cette zone, donc aux environs de 9,25 €. Alors bien entendu, ça reste des objectifs approximatifs, mais ça permet potentiellement d'avoir des points de repère. D'accord? Donc gap de continuation ici, report de la distance qui est ici, et ce qui nous donne un objectif aux environs de cette zone. Alors ce qu'on voit ici, c'est qu'on a un deuxième gap, donc nouveau gap de continuation, puisque vous voyez, on a une accélération à nouveau, un gap, une accélération, un retracement, le gap n'est toujours pas comblé, donc gap de continuation. Je reporte la deuxième zone sur la troisième zone pour définir un objectif. Vous voyez, et j'ai un objectif dans cette zone, donc aux alentours de 10,50 €. Et vous voyez que ici on a un nouveau gap, cette fois-ci ce gap est comblé. Donc gap comblé, donc c'est potentiellement un gap de terminaison. Vous voyez, donc on a un gap de rupture en bas, puis un premier gap de continuation, un deuxième gap de continuation, et éventuellement ici un gap de terminaison. Alors gap de terminaison, on va le voir après, c'est un gap qui potentiellement marque la fin du mouvement. Alors je vous ai mis un deuxième exemple de gap de continuation ici, donc c'est sur le CAC 40, sur les contrats à terme du CAC 40. Donc on a vu tout à l'heure qu'on avait un gap de rupture ici, donc tendance haussière, phase de congestion, gap de rupture, nouvelle tendance en cours. Alors on voit ici qu'on a un gap à ce niveau, donc c'est un gap qui intervient ici. Comme on a déjà eu un gap de rupture ici, on sait bien que ceci n'est pas un gap de rupture, on peut donc partir du principe qu'il s'agit d'un gap de continuation. Comme on part du principe qu'il s'agit d'un gap de continuation, on est capable de reporter la distance entre le premier gap et le deuxième gap, comme ceci, et donc de déterminer un objectif, comme ceci. Et donc ce qui nous permet d'avoir un objectif de cours, d'accord, qui nous renvoie dans cette zone environ. Alors encore une fois, c'est un objectif approximatif, mais qui nous permet de naviguer à vue et d'avoir certains points de repère.
D'accord, ça nous laisse la possibilité, on se dit que potentiellement les cours pourraient retourner dans cette zone. Ça ne veut pas dire que les cours vont retourner dans cette zone, mais ça nous dit que les cours peuvent potentiellement retourner dans cette zone. Alors le type de gap suivant, c'est le gap de confirmation. Donc le gap de confirmation est une expression qui a été avancée par François Baron dans son ouvrage sur le chartisme, et donc je reprends son expression ici, et je vous renvoie à son ouvrage, vous trouverez un lien sous cette vidéo. Donc le gap de confirmation est un gap contrarien, d'accord? Donc c'est un gap qui survient dans le sens contraire de la tendance initiale. Donc vous voyez ici on a une tendance initiale, alors on a d'autres gaps que je ne vais pas commenter ici, et puis on vient combler ce gap ici avant de repartir plus haut. D'accord, donc c'est un gap qui survient dans le sens contraire de la tendance initiale, c'est-à-dire qu'on a une tendance haussière au départ, et vous voyez qu'entre ici et ici, on a un gap baissier. Donc gap qui intervient dans le sens contraire de la tendance initiale. Ce gap est rapidement comblé et vient confirmer la tendance initiale. D'accord, donc il est comblé ici, on revient en arrière, on a un retracement, et puis on repart de plus belle. Ceci est un gap de confirmation. Alors je vous ai mis un exemple ici, sur le titre Alcatel-Lucent. Donc on est en fréquence journalière ici, on voit qu'on a une tendance initiale haussière ici, et on voit qu'ici le cours commence à retracer avec un gap baissier ici. Donc on a un gap baissier ici, le gap est rapidement comblé puisqu'il est comblé, vous voyez, en 4 séances, et on a un titre qui repart dans le sens de sa tendance initiale. D'accord, donc ceci est un gap de confirmation. Ce qui veut dire que c'est pas parce qu'on a un gap qu'il s'agit forcément d'un retournement de marché. Ça c'est très important à comprendre. Alors vous voyez qu'ici on a d'autres gaps qui sont plutôt des gaps de continuation. Avec un cours d'Alcatel-Lucent qui passe ici d'1,20 € à 2,39 € en quelques mois. Voilà, donc on a un gap de confirmation qui est un gap contrarien, et donc c'est le genre de gap sur lequel il ne faut pas se faire piéger, puisqu'en fait certains investisseurs vont se débarrasser de leur position, ou certains traders éventuellement vont se débarrasser de leur position en pensant qu'il s'agit d'un signal de retournement, et qu'en fait le mouvement qui va suivre est toujours haussier. Alors cinquième type de gap, le gap de terminaison. Donc le gap de terminaison survient à la fin d'une tendance forte, parfois à la suite de plusieurs gaps de continuation, et se fait dans le sens de la tendance initiale. Donc là je ne vous l'ai pas montré, mais en fait on est sur un titre qui a subi plusieurs gaps, donc plusieurs gaps de continuation, et donc on arrive ici en fin de tendance et on a un gap assez large, assez important, et qui survient donc à la fin d'une tendance forte. Donc ce gap est rapidement comblé, c'est ce qu'on voit ici, hein, vous voyez on a un énorme gap ici qui est rapidement comblé. Alors les très grands gaps, ce qui est le cas ici, les très grands gaps dans le sens de la tendance initiale sont très souvent des gaps de terminaison, indiquant la fin de la tendance en cours. Alors un point important ici, c'est que généralement on peut avoir un gap de terminaison comme ceci, donc qui va être rapidement comblé. Ça ne veut pas dire que les cours vont repartir fortement à la baisse. Alors c'est le cas ici, mais ça peut simplement vouloir dire que en fait les cours vont stagner dans cette zone. D'accord, donc on peut avoir une stagnation des cours. Ça veut juste dire que le mouvement, donc la tendance, le momentum, est sur le point de toucher à sa fin. D'accord, donc si on a une très forte tendance haussière, ça veut dire que probablement on va rentrer en phase de consolidation qui peut durer plusieurs semaines, plusieurs mois ou plusieurs trimestres. Ça peut aussi vouloir dire que le cours va se retourner pour consolider un peu plus bas, ce qui est le cas ici. Voilà, donc ça ce sont des gaps très importants, les gaps de terminaison, et il faut garder à l'esprit que souvent ils sont très grands et souvent ils apparaissent à la suite de gaps de continuation. Alors je vous ai mis un exemple ici sur le titre Lafarge, vous voyez, donc on a une tendance initiale extrêmement haussière, on passe de 68 € à peu près, 66 € à peu près à 80 €, on est dans cette zone, et vous voyez qu'ici on a une zone de résistance, et en fait ce qui se passe c'est que le titre en fait va venir sauter au-dessus de cette zone de résistance, on a un throwback ici sur le haut du gap, et vous voyez que le gap n'est pas comblé mais que le gap continue. Alors on pourrait penser qu'il s'agit d'un gap de continuation. Maintenant en fait si vous regardez ce graphique, ce gap intervient à la suite de précédents gaps de continuation. Il y avait un gap de continuation plus bas et donc il s'agit ici d'un gap de terminaison. Donc vous voyez on est en mai ici et en fait le titre au mois de juillet se retourne et revient combler ce gap de terminaison.
voyez, donc ça veut juste dire que en fait on est sur un excès passager. On a eu un très fort momentum, on a des investisseurs qui essayent de pousser le titre plus haut, d'acheter le titre plus haut, et en fait ce momentum est en train de s'essouffler, et en fait on va avoir un retournement ici. Alors pour les amateurs de chartisme, on voit ici qu'on pourrait tirer une ligne de coup, et qu'on aurait une structure en double sommet ou en double top ici. Voilà, donc c'est-à-dire qu'un investisseur averti aurait compris par ici que potentiellement ceci était un gap de terminaison. Voilà, gap de terminaison, retournement, donc fin du momentum, fin du mouvement haussier initial. Alors on a un dernier type de gap qui est l'îlot de renversement et qui s'observe généralement soit en fréquence journalière, soit en fréquence hebdomadaire, plus rarement en fréquence mensuelle. Donc l'îlot de renversement, c'est ce genre de gap ici. Donc c'est-à-dire qu'on a un gap, vous voyez, donc on a un cours ici qui est en tendance haussière. On a un retracement ici, donc on a un premier gap ici, un chandelier, donc un premier gap ici, pardon, un chandelier ici, et un deuxième gap ici, et on repart à la hausse. Donc en fait on a un chandelier, mais ça pourrait être une série de chandeliers par exemple, situé entre deux gaps. Donc un gap baissier ici, et un gap haussier ici. Donc en fait un îlot de renversement est la combinaison de deux gaps. Et c'est un signal de retournement majeur retrouvé habituellement sur un niveau extrême de prix. Alors un niveau extrême de prix, ça veut dire un plus bas récent. Par exemple, si je suis en fréquence journalière, ça peut être un plus bas de quelques semaines. Si je suis en fréquence hebdomadaire, ça peut être un plus bas de quelques mois. Et si je suis en fréquence mensuelle, ça peut être un plus bas de quelques années. D'accord? Donc généralement, on retrouve ces figures de renversement sur des niveaux extrêmes de prix. Alors je vous ai mis ici un exemple sur le titre Crédit Agricole. Alors on voit pas beaucoup ce qui se passe ici, mais je voulais bien vous montrer qu'en fait on était sur un mouvement de prix extrêmement volatile. Vous voyez, puisque le titre Crédit Agricole passe de 18,50 € à 13 € dans des mouvements extrêmement volatiles. Et ce qu'on voit ici, vous voyez, en fait on a une phase baissière, donc en plusieurs vagues. On a une première vague de baisse, on revient ici, deuxième vague de baisse, on revient ici, etc. Donc on est en fréquence journalière. Alors ce qui me fait dire d'ailleurs que plus on a de la volatilité, moins les gaps en fréquence journalière sont fiables. Donc lorsque vous avez un titre extrêmement volatile, je vous recommande de regarder les gaps plutôt en fréquence hebdomadaire ou en fréquence mensuelle. Ce sont des gaps beaucoup plus pertinents. Et vous voyez qu'en fait ici, donc on a une succession de gaps et une succession de vagues baissières, donc vague baissière, retracement, vague baissière, retracement, vague baissière. Et puis le cours de Crédit Agricole commence à se reprendre ici. Vous voyez, donc probablement qu'ici on a des rachats de short. Et vous voyez qu'ici on a une structure avec un gap haussier, quelques chandeliers et un gap baissier. Donc ici on a un îlot de renversement. D'accord? Deux gaps, un gap haussier, un gap baissier. Ça veut simplement dire que la tendance à court terme est en train de se retourner. Et donc les baissiers vont reprendre la main ici. Et c'est ce qui se passe ici, puisqu'on a une reprise de la tendance baissière avec un énorme gap ici, donc qui est un gap que l'on peut considérer comme un gap de rupture. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous voyez, on a une zone de congestion ici. Donc gap de rupture ici, puis gap de continuation ici. Voilà, alors je vous ai mis une petite synthèse ici pour résumer, donc c'est-à-dire pour ceux qui veulent un peu avoir les idées claires quand ils regardent des gaps, vous pourrez regarder cette partie de la vidéo, éventuellement faire une copie d'écran de cette fiche. Donc pour résumer, on a 6 types de gaps, le gap commun ou common gap. Donc le gap commun s'observe dans un marché sans tendance, il survient à la suite d'un effet d'annonce ou par manque de liquidité, et il est généralement comblé rapidement. Alors généralement ces gaps apparaissent dans des ranges et ne sont pas extrêmement importants. Le deuxième type de gap, c'est le gap de rupture que l'on appelle en anglais breakaway gap. Le gap de rupture signale le début d'une nouvelle tendance, il apparaît au niveau d'une zone de congestion, ça c'est très important, et vient souvent déborder une zone de résistance ou de support. Il vient déborder une zone de résistance lorsque le titre en fait vient d'une tendance initiale baissière, et il vient déborder un support lorsque le titre se situe en tendance initiale haussière. Alors il se produit généralement dans de forts volumes, ça c'est important également, et n'a pas vocation à être comblé dans l'immédiat. Donc ça c'est deux points très importants. Le gap de rupture s'observe généralement à la suite d'une zone de congestion et on observe généralement au moment du gap de très forts volumes.
Alors le troisième type de gap, c'est le gap de continuation, qui est un gap extrêmement important également, que l'on appelle en anglais runaway gap ou measuring gap. Pourquoi? Parce qu'il sert à mesurer un objectif. Le gap de continuation survient en cours de tendance et vient confirmer la tendance en cours. Il apparaît généralement à mi-tendance, donc à mi-tendance ou entre deux objectifs, ce qui permet de déterminer un objectif. La méfiance doit être de mise après 3 gaps consécutifs. Donc ça c'est important, c'est-à-dire que quand vous avez 3 gaps de suite, généralement on a un gap de rupture et 2 gaps de continuation. Parfois on a 3 gaps de continuation. L'idée c'est de commencer à être méfiant. Pourquoi? Parce que on a généralement l'apparition d'un gap de terminaison qui vient clôturer la tendance initiale. Puisqu'on a généralement à ce moment-là l'apparition d'un gap qui est en fait un gap de terminaison. Et donc qui vient marquer la fin de la tendance initiale. Alors le quatrième type de gap, c'est le gap de confirmation, donc qui est présenté par François Baron dans son livre. Le gap de confirmation est simplement un gap contrarien qui survient de manière inattendue à contre-tendance. Il est généralement comblé en quelques séances et ne remet pas en question la tendance initiale. Voilà, donc ça c'est intéressant quand même. Pourquoi? Parce qu'un gap de confirmation vous permet de vous dire que si le gap est comblé et que les cours repartent dans le sens de la tendance initiale, potentiellement ça veut dire que la tendance initiale est toujours valide. Le cinquième type de gap, c'est le gap de terminaison, qu'on appelle en anglais exhaustion gap. Le gap de terminaison est un gap d'excès, ça c'est important, qui survient à la suite d'un fort mouvement, voire d'un très fort mouvement. Donc d'une tendance qui dure par exemple depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois, éventuellement plusieurs années. Parfois à la suite d'un ou plusieurs gaps de continuation, donc ça c'est généralement ce qu'on observe, on observe un ou deux gaps de continuation et généralement le gap suivant est un gap de terminaison. Alors ce gap est rapidement comblé et annonce très souvent un retournement rapide, voire puissant, qui peut n'être qu'éphémère ou au contraire durer. D'accord, ça veut dire qu'en fait, comme je vous l'ai expliqué, lors d'un gap de terminaison, on peut avoir soit un retournement des prix assez rapide et assez violent, soit en fait une consolidation qui peut durer un certain temps dans la zone du gap. Enfin, le sixième type de gap est l'îlot de renversement, qu'on appelle en anglais island reversal. Donc l'îlot de renversement est une combinaison de deux gaps entraînant l'isolement d'une ou plusieurs séances de cotation. Il annonce un retournement de tendance immédiat. D'accord, donc retournement de tendance immédiat à court terme en tout cas. Quand je dis court terme, ça veut dire que si vous êtes en fréquence hebdomadaire par exemple, ça va être un retournement sur plusieurs semaines potentiellement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci.